Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a pris le pouvoir après le renversement du président burkinabé Marc Christian Kaboré, appelle la communauté internationale à accompagner le Burkina Faso. Son objectif, aboutir à la refondation et la restauration d'une paix durable dans son pays. En République démocratique du Congo, le Trésor public aura enregistré des pertes de plus de 6 milliards de dollars par an entre 2011 et 2020, des pertes occasionnées par des exonérations frauduleuses selon le rapport du groupe d'études sur le Congo. Et puis, atteindre 5,7% de croissance économique, c'est le défi que s'est fixé l'exécutif égyptien pour l'exercice 2022-2023, objectif qui dépasserait le niveau de croissance pré-pandémique de 5,6% atteint par le pays au cours de l'exercice 2019-2020. Mais tout d'abord, le dialogue national en vue d'élections libres et démocratiques prend encore du retard au Tchad. Le dialogue qui devait initialement se tenir dans les 18 mois après le décès de l'ancien président Idriss Déby Itno a été repoussé par la junte militaire au pouvoir du 15 février au 10 mai 2022. Le pré-dialogue avec les nombreux groupes rebelles armés qui attaquaient régulièrement le régime du feu président Déby a également été repoussé au 27 février à Doha, au Qatar, au lieu de fin janvier. En cause, l'absence de consensus entre différents groupes armés, notons que ce pré-dialogue est une condition préalable pour les amener à la table du dialogue national inclusif. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, chef de la junte, s'est adressé à la nation ce jeudi 27 janvier. Allocution lors de laquelle le leader du MPSR s'est engagé à convoquer les forces vives de la nation pour convenir d'une feuille de route qui aura pour but de projeter et réaliser le redressement voulu par tous les Burkinabés. Un objectif qu'il compte atteindre avec le soutien de la communauté internationale. Écoutons. Amis du Burkina Faso, en ces moments particulièrement difficiles pour notre pays, le Burkina Faso a plus que jamais besoin de ses partenaires. C'est pourquoi j'appelle la communauté internationale à accompagner notre pays afin qu'il puisse sortir le plus rapidement possible de cette crise pour reprendre sa marche vers le développement. Je sais comprendre les doutes légitimes suscités par cette rupture dans la marche normale de l'État. Mais je voudrais rassurer l'ensemble des amis du Burkina Faso que le pays continuera de respecter ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Au Niger, l'état d'urgence sanitaire contre la Covid-19 a nouveau prolongé de 3 mois à compter du 2 février 2022. Décision annoncée et justifiée par le gouvernement nigérien ce jeudi 27 janvier en raison de la persistance de la pandémie de Covid-19 dans le pays. Cette mesure a initialement été instaurée le 27 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national. La prolongation de l'état d'urgence sanitaire intervient au moment où se poursuit la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans le pays, dont la première phase a démarré fin mars 2021. L'initiative de notation régionale lancée par l'UMOA dans ses 8 pays membres porte des fruits. Mise en place en 2017, l'initiative a connu un grand succès en 2021. De 2018 à 2021, le nombre de pays membres notés internationalement est passé de 4 à 7. Nathalie Mo. Pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de transparence financière, l'Union monétaire ouest-africaine, l'UMOA, a lancé une initiative de notation régionale de ses 8 pays membres. Le projet acté en 2017 a connu un franc succès en 2021 selon des observations de l'agence UMOA Titres. Ce principe met en exergue la notation des pays en monnaie locale. Donc évidemment, si vous avez un niveau de réserve de devises qui est faible et une politique de crédit, une politique de transfert de devises qui est restrictive, forcément les notes seront faibles. Ceci dit, ces contraintes n'existent pas en notation en monnaie locale. C'est la raison pour laquelle la notation en monnaie locale va permettre d'établir la vraie qualité de crédit intrinsèque de l'entité notée.
Grâce à un rating financier régulier et transparent, les États apportent des informations fiables sur leur solvabilité aux investisseurs, sur le marché des capitaux et précisément sur le marché des titres de l'UMOA, une modalité importante dans le sens de l'amélioration de l'attractivité des pays auprès des partenaires financiers. Les conditions de prêt correspondent à votre capacité de remboursement. Donc évidemment, celui qui représente plus de risques, on prendra un peu plus de précautions en demandant certainement des garanties ou en mettant des taux d'intérêt qui seront plus élevés, histoire de rentrer plus rapidement dans le capital. C'est la règle du jeu du marché des crédits, ce n'est pas quelque chose qui est inventé. La notation financière régionale prépare les États de l'UMOA à se mettre à niveau dans la perspective de s'aligner aux critères des agences de notations internationales. Au sein de l'UMOA, les progrès dans l'atteinte de cet objectif sont visibles. De 2018 à 2021, le nombre de pays membres notés à l'international est passé de 4 à 7. Publié le 21 janvier, le dernier rapport du groupe d'études sur le Congo met en lumière des pertes de revenus d'au moins 6,3 milliards de dollars par an enregistrées par le Trésor public entre 2011 et 2020 en République démocratique du Congo. Des pertes causées par la fraude notamment. Le ministère des Finances entend procéder à des audits pour prévenir les abus. Ameneji. Plus de 6,3 milliards de dollars par an entre 2011 et 2020, c'est ce qu'a perdu la République démocratique du Congo en raison des exonérations douanières selon un rapport du groupe d'études sur le Congo GEC. Les exemptions pour les sociétés minières à elles seules se sont élevées à 2,8 milliards de dollars sur la période indiquée. En grande partie douteuses selon le GEC, elles sont souvent appliquées à des autorités publiques ou personnalités politiques qui détiennent les entreprises bénéficiaires. Les exonérations fiscales sont une façon pour l'État, un choix pour l'État de son propre appauvrissement. Mais ceci procède de deux faits. D'abord, la faiblesse de l'État et l'absence de capitaux dans notre pays, ou plutôt la non-capacité de mettre en place des structures de génération de capital dans notre pays. Même aussi au-delà d'exonération, il y a des évasions fiscales naturellement dont on ne parle pas et de fraudes fiscales qui existent et qui accompagnent ce phénomène et qui gonflent davantage ce montant. Les experts du GEC renseignent que des exonérations accordées aux organisations humanitaires ou aux missions diplomatiques ont constitué une source de profit et d'abus. Comment sortir de ce fléau? Il faut au départ qu'il y ait des réformes qui puissent mettre en évidence l'expansion du marché intérieur et ainsi l'économie congolaise est elle-même capable de générer des revenus. Il faut qu'il y ait un cadre juridique qui reconnaît et sécurise la propriété privée, qui est la base, le fondement même du capitalisme. C'est un problème essentiellement d'abord juridique, le respect de la justice, le respect de la loi dans ce pays, mais qui malheureusement est le plus souvent sabotée par ceux qui devraient la protéger. À travers un tweet publié vendredi 21 janvier 2022 intitulé « Les exonérations douanières en RDC qui gagnent ce que perd le Trésor public », le groupe d'études sur le Congo dévoile pour la première fois une liste des bénéficiaires, chacun ayant fait perdre au Trésor au moins 1 milliard de francs congolais entre 2014 et 2018. On continue de parler économie avec l'Égypte qui ambitionne d'atteindre une croissance économique de 5,7% pour l'exercice 2022-2023. Pour ce faire, le pays compte stimuler son activité économique dans le contexte de la crise du Covid-19 en mettant en œuvre un large éventail de réformes structurelles dans tous les domaines et en s'appuyant sur le secteur privé. Marine Tolo. Pour l'année 2022-2023, l'Égypte se fixe des objectifs d'atteinte d'une croissance économique de 5,7%. Cette croissance, selon les projections du ministère égyptien des Finances, sera fixée à 6% pour l'exercice 2024-2025. Pour atteindre cet objectif, le pays compte par ailleurs investir davantage dans les domaines du transport et renforcer ses systèmes d'exportation. Aujourd'hui, contrairement aux prévisions pessimistes liées à la pandémie, je pense que l'Égypte reste l'un des rares pays africains qui a enregistré une croissance positive. En 2020, je pense qu'ils étaient entre 2 et 3%. En réalité, la croissance économique de l'Égypte a été résiliente depuis les réformes économiques engagées en 2016.
Pendant la première moitié de 2020, les exportations égyptiennes ont chuté de 6%, tandis que les importations ont perdu 21% selon la Banque africaine de développement. Ceci a, selon des observateurs, contribué à réduire le déficit de la balance courante à 3,1% du PIB en 2020 contre 3,6% l'année précédente. Ainsi, selon des observateurs, le pays espère s'inspirer de ses performances économiques antérieures pour rehausser son économie. Malgré les critiques qu'on peut lui faire, l'État joue un rôle essentiel pour booster l'investissement privé et promouvoir les exportations. Mais les pouvoirs publics, à mon avis, doivent investir encore plus, et même dans des domaines où le secteur privé n'investit pas, car Notons que malgré les impacts de la pandémie de coronavirus, les exportations égyptiennes ont augmenté de 27% en 2021 et ont enregistré 31 milliards de livres égyptiens, notamment le plus grand volume d'exportation de l'histoire économique du pays, selon un communiqué. Le pays espère par ailleurs atteindre un excédent primaire de 1,5% du PIB dans les 2 prochaines années. Dans le reste de l'actualité, le bilan de la tempête tropicale Anna qui a frappé plusieurs pays d'Afrique australe a grimpé à 77 morts. Des dizaines de milliers d'habitants ont également été forcés de quitter leur foyer. Le point sur la situation avec Zahra Mohamed Moutiou. Le bilan ne cesse de s'alourdir. La tempête tropicale Anna qui a frappé Madagascar, le Mozambique et le Malawi a fait 70 morts. Sur place, les autorités gouvernementales et les services de secours des 3 pays sont toujours mobilisés afin d'évaluer l'ampleur de la catastrophe. Une tempête dévastatrice comme ici au Malawi. Au début, nous avons subi une forte tempête qui a emporté le toit. 4 maisons autour d'ici ont été détruites. Et ce cyclone a causé beaucoup de dégâts. Tous mes biens ont été détruits. Des dégâts considérables causés par les pluies diluviennes qui ont commencé la semaine dernière sur la côte qui borde l'océan Indien et dans le canal du Mozambique. Des populations entières ont tout perdu. Des milliers de maisons endommagées se sont effondrées sous le poids des litres d'eau. Le désastre est tel qu'au Malawi, le gouvernement a décidé de déclarer l'état de catastrophe naturelle. Catherine Kaliza redoute à présent un drame humanitaire. C'est la pire des destructions. Les pluies ont été abondantes, beaucoup de maisons ont été détruites, ainsi que des récoltes. Cela conduira à la faim. Au Malawi, la distribution de nourriture reprend progressivement depuis quelques jours. Mais peu de solutions concrètes en revanche concernant les nombreuses structures électriques détruites par la tempête, privant de courant la majeure partie du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.